Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, l'abominable Zorbec le Gras a enlevé Mémène, la douce compagne de Nicolas le Roi d'Ec, le valeureux agent Inter 1829. Le colonel de Guerlas, connaissant le cœur sensible de son agent, veut éviter à tout prix que Nicolas apprenne la sinistre nouvelle. Zorbec, l'abominable Zorbec, ne consentira à relâcher Mémène qu'en échange de la liberté d'Arthur Guldebaum, son homme de main, que les hommes du colonel ont arrêté à Villeneuve-la-Vieille au cours d'une aventure qui est encore certainement présente à toutes les mémoires. L'agent Pierre II, alias le révérend père Podmurge, est chargé de discuter avec Zorbec le Gras des modalités de cet échange. Mon cher Zorbec, vous prétendez détenir Mémène. Oui, or une fois déjà par le passé, vous avez émis semblable prétention. Et il s'est révélé à l'expérience que cette Mémène-là n'était pas la vraie Mémène. Or, moi, seule la vraie Mémène m'intéresse. Vous voulez la voir? Cela me paraît indispensable. Où est-elle? Vous pensez bien que je ne vais pas vous le dire. Dans ce cas, comment pourrais-je la voir? Et la télévision? J'ai camouflé une caméra dans la suspension de la chambre où elle est enfermée. Voilà. Tenez, regardez bien. J'allume ce bouton et regardez. Excusez-moi, monsieur l'abbé. Je ne dispose pas de carré blanc, n'est-ce pas? Cette brave Mémène ignore la présence de la caméra et pour se coucher, il faut bien qu'elle se déshabille, n'est-ce pas? Vous l'avez vu, je peux faire... Non, aussi pénible que soit ma mission, je la remplirai jusqu'au bout. Non, il faut que je m'assure qu'il s'agit bien de Mémène. Oui, non, mais je reconnais bien son nez en trompette. Oui, c'est bien elle, oui. Non, vous ne pouvez pas mieux régler les contrastes, l'image est un peu noire. Monsieur, comme ça, là, c'est mieux. Oui, je vous remercie, oui, c'est très bien, là, oui. Alors, satisfait de votre examen? La jeune personne en question est bien Antoinette du Glambier, dites-moi même. En principe, oui. Non, mais laissez un peu l'image encore, n'est-ce pas? Quelques instants de précaution valent mieux qu'une, n'est-ce pas? Quand vous voudrez, ça. Elle a éteint la lumière. Vous en avez suffisamment vu pour vous rendre compte, non? J'ai l'impression... Oui, vous avez raison. Bon. Enfin, ce premier point est acquis. La jeune personne en tenue légère que vous m'avez fait voir sur cet écran de télévision est sans contestation possible, Mémène. Eh bien, je suis heureux de vous l'entendre dire, monsieur le curé. Et voyons, a priori, je ne pense pas qu'il s'agit d'un film. Monsieur le curé, attention. Ne protestez pas, Zorbec, ce ne serait pas la première fois que vous tenteriez d'abuser des services du colonel de Guerlas. De toute manière, au moment de l'échange, vous aurez toute possibilité de vous assurer de l'identité de Mémène. Mais vous parlez de cet échange comme si cela était déjà un marché conclu. Écoutez, si le colonel n'avait pas l'intention de conclure ce marché, il ne vous aurait pas envoyé auprès de moi pour discuter. Pour discuter? Oui, certes, le colonel m'a envoyé discuter. Voilà. Cela prouve simplement qu'il y a là matière à discussion. Oui, et un échange de prisonniers ne se traite pas à la légère, n'est-ce pas, comme une quelconque réforme du baccalauréat. Il faut réfléchir minutieusement aux conséquences de chaque décision. Nous n'en sommes pas encore à étudier les modalités de cet échange. Pour le moment, c'est le principe qui est en cause. Et le principe, je ne comprends pas bien. Pour procéder à cette opération de troc, il faut que les deux personnes échangées représentent pour chacun de nous la même valeur. Arthur Guldebaum est un agent éprouvé et qui peut encore vous rendre bien des services, n'est-ce pas? Alors Mémène ne représente pour nous qu'une valeur sentimentale. C'est uniquement pour faire plaisir à l'un de nos amis que nous voudrions la tirer de vos griffes. Sur le plan strictement professionnel, Arthur Guldebaum représente beaucoup plus que Mémène. Oui, mais imaginez le petit striptease télévisé auquel vous venez d'assister, réalisé par Arthur Guldebaum. Le spectacle aurait perdu beaucoup de son charme. Nous faisons du renseignement et non du striptease, comme vous dites. Mais attention, mais le renseignement qu'est-ce? Sinon le striptease des dossiers confidentiels. Zorbec, nous sommes deux joueurs d'échecs en train d'échanger deux pièces du jeu. C'est vrai. Bon, il faut que ces pièces soient de même valeur. Écoute l'abbé, n'est-ce pas? Pardon, excusez-moi, je vous ai tutuyé, Écoutez l'abbé, dites simplement au colonel de ma part que dès ce soir, les journaux seront informés par mes soins de l'enlèvement de Mémène. Et je suis curieux de voir l'effet produit par la lecture de ces journaux sur un certain Le Roi d'Ec, séjournant présentement à Interlaken. Comment savez-vous qu'il est à Interlaken? Le colonel ne l'a pas dit, même à nous.
qui sommes pourtant ses bras droits. Si vous vous imaginez que le colonel vous raconte tout ce qu'il fait... Non, ne perdons pas davantage notre temps. Dites au colonel que je lui laisse encore 12 heures avant de prévenir la presse. Mes hommages, messieurs l'abbé. Bien sûr, mon révérend père, je comprends. Je comprends parfaitement la situation. Je vous assure, mon colonel, que j'ai tout fait pour prolonger l'entretien. Mais Zorbeck se sentait très fort. Il est évident que si le roi d'Ec apprend par les journaux que Memen a été enlevé, nous courons le risque de le voir appliquer aussitôt pour se mettre à la recherche de sa bien-aimée. De sa bien-aimée Mortimer, bien entendu. Oui, Zorbeck a ajouté qu'il savait que Nicolas le roi d'Ec se trouvait à Interlaken. Je lui ai répondu que je n'en savais rien, puisque vous ne nous en avez rien dit. Vous avez bien fait. Mais à présent, tout ceci n'a aucune importance. Vous allez retourner voir Zorbeck pour mettre au point les modalités de l'échange. Comment? Vous allez relâcher Arthur Gouldeboom? Mais oui, mon révérend père. Permettez-moi, mon colonel, de vous faire humblement remarquer que dans cet échange de prisonniers, nous y perdons. Mais Memen est d'une charmante enfant. Je suis peut-être encore mieux placé que vous pour le savoir, mon colonel. Oh, ouais, doucement, mon père, doucement. Avec moi, ça va bien parce que je suis votre supérieur militaire. Mais ne vous avisez pas de faire une telle réflexion devant vos supérieurs religieux. Oui. Bon, je considère l'incident comme clos. Nous relâcherons Arthur Gouldeboom. C'est à vous de juger, mon colonel. Je viens d'avoir une conversation très longue et très instructive avec cet intéressant jeune homme. Je commence à voir où vous voulez en venir, mon colonel. Mon père, c'est un plaisir de travailler avec vous. Vous comprenez avant même qu'on ne finisse sa phrase. L'habitude de la confession, mon fils. Ouais. Bref, depuis tout à l'heure, Arthur Gouldeboom est, pour le Zuc, l'agent 3-1416, l'agent qui en connaît un rayon. Vous avez réussi à le retourner? Comme un électeur. Zorbeck croit récupérer l'un des siens. En réalité, nous introduisons un agent à nous dans la place. Bien joué. Alors, retournez vite chez Zorbeck le Gras, vous mettre d'accord avec lui des conditions dans lesquelles se déroulera cet échange. Maintenant, nous n'avons aucune précaution particulière à prendre. Allez, mon révérend père. J'y vais, mon fils. Au revoir, mon colonel. Au revoir. Et pendant ce temps-là, aux environs d'Interlaken, dans les Alpes bernoises, au sommet du Gewürztraminer, dans le living room de ce chalet que vous connaissez tous depuis pas mal d'épisodes, Nicolas le roi d'Ec, en compagnie de la fascinante Dorothy de Vaux, attend sans impatience que Ludovic van den Zaticule-Oreille en ait terminé avec l'examen des microfilms. Excusez-moi, je n'entre pas trop tôt, au moins. Mon cher ami, je vous en prie. Non, je disais ça une fois pour plaisanter. Voilà, monsieur le roi d'Ec, j'ai fait un agrandissement du microfilm que vous m'avez confié. Ça m'a l'air intéressant, savez-vous? Je le sais. Et vous m'assurez qu'il s'agit bien là du fameux biglotron. Le biglotron, monsieur Van den Zaticule-Oreille, est un appareil qui ne ressemble à aucun autre. Ça, effectivement, ça ne ressemble à rien de connu. Surtout si vous tenez la photo à l'envers. Bien sûr que je suis bête. Mais même à l'endroit, ça ne ressemble à rien de connu. Personne n'a jamais songé au biglotron avant le célèbre savant slalom Jérémy Ménard-Lâche. C'est le dernier né de la technique d'expression scientifique d'avant-garde. Le biglotron était un extraordinaire complexe de synthèse dont la conception révolutionnaire bouleverse de fond en comble toutes les lois communément admises, tant dans le domaine de la physique thermonucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. Entièrement réalisé en matière agnostique, autrement dit, pour éclairer le profane, en roubellure de plastronium saligovalant. Il se présente sous la forme d'un tripot solipède rectangle, c'est-à-dire d'un ictère octopolygonal à incidence ipso-facto-verso-rectométrique. Oui. Maintenant que vous me dites, je comprends mieux. Et à quoi ça sert? Naïve. Elle demande à quoi ça sert, innocente enfant. Et au fait, c'est vrai, hein? Les bruits les plus divers ont couru sur le fameux biglotron du professeur slalom Jérémy Ménard-Lâche, mais à quoi sert-il exactement? Tout d'abord, à mettre sur les dents tous les services secrets du monde entier. Ça, nous en savons quelque chose, savez-vous. Et je ne suis pas peu fier d'être arrivé le premier dans cette course, mais d'un point de vue strictement scientifique et utilitaire. Eh bien voilà, cette extraordinaire invention, que nous devons au génie, le mot n'est pas trop fort, du professeur slalom Jérémy Ménard-Lâche, dans un avenir d'autant plus proche qu'il sera moins éloigné, et à l'instar de tout ce qui, ici-bas, ne sert à rien, est appelé, d'une part, à servir à tout, ce qui est la moindre des choses, et de l'autre, à n'importe quoi, y compris tout ce qui en découle sans préjudice du reste et de tout ce qui s'ensuit.
Je vais chiffrer immédiatement un rapport de synthèse de tout ce que vous venez de me dire, en y ajoutant ce que j'y ai découvert moi-même, et j'envoie immédiatement ce message à qui de droit. Mais dites-moi, nous aurons la réponse quand? Immédiatement. C'est-à-dire? Par retour du courrier de Manivelle. Et, pardon? Manivelle, c'est mon opérateur radio. Ah, bon. Dès qu'il a la réponse, il nous la donne immédiatement. Très bien. Je vous laisse, je vais le prévenir. Je vais avec vous, cher ami. Non, hop, pas question. Tant que j'ai pas la réponse, vous restez avec moi. Et si vous dites que ça vous déplaît, je garantis pas que je me conduirai en parfait gentleman. Allez, faites ce qu'il vous dit, Dorothy. De ce côté-là, ce n'est pas l'imagination qui lui manque. Alors, de quoi vous plaignez-vous? Je me le demande. Et du plus vite qu'il put, Ludovic van den Zatekulerey rédigea le fameux rapport de synthèse. Il tendait au fur et à mesure à son opérateur radio les feuilles qu'il noircissait à l'encre sympathique d'une écriture cunéiforme. Quelque part, au sein de la forêt équatoriale, au pied d'un barbousier en fleurs, un autre opérateur radio de race Balouba déchiffrait le message hertzien et le transposait sur des feuilles de papier à musique qu'il tendait à un chef d'orchestre. Et le message repartait vers celui qui devait décider. À suivre, en découpant le pointillé, car le Congolais est très pointilleux. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.